Donc, nous allons présenter aujourd'hui une entité très importante des maladies infectieuses, l'infection VIH et le sida. Donc, pour commencer, on va présenter le cours selon le plus suivant. Donc, petite définition, épidémiologie, diagnostic et classification, marqueurs pronostiques et biologiques, prévention et particularités chez la femme enceinte. Donc, on va commencer tout d'abord par la définition. Le virus de l'immunodéficience humaine est l'infection l'immunodéficience humaine ou l'infection VIH est la conséquence grave de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine VIH. Hein? Donc, il réalise actuellement une pandémie. L'agent causal est le VIH qui est considéré comme un rétrovirus et qui comporte deux agents pathogènes de types différents, VIH1 et VIH2, dont on constate la présence ou la dominance de VIH1. Donc, la transmission se fait, comme indique le plan, selon trois modes de la transmission sexuelle. À 90%, la transmission sanguine et la transmission materno-fétale. D'accord? Qu'on va détailler après. Donc, on va commencer tout d'abord par la transmission sexuelle qui s'effectue à 90% des cas. Il faut qui s'effectue en général lors des rapports hétéro ou homosexuels avec une personne contaminée. Il ne faut pas négliger le contact orogénital qui pourrait être contaminant, mais à un degré moindre. Et il faut noter les facteurs aggravant le risque, notamment la pénétration anale et les antécédents de maladies sexuellement transmissibles. Il faut noter aussi dans les transmissions sexuelles qu'un seul contact pourra être suffisant pour contaminer le patient sain. La transmission sanguine qui se fait par le sang et ses dérivés, il présente un risque résiduel très faible. D'accord? Mais dans notre contexte au Maroc, il est très fréquent dans la région du Nord par les gens nordistes parce qu'ils consomment des drogues dures par la voie sanguine, surtout dans la région de Nador et Tanger. Et la transmission materno-fétale qu'on va détailler après. Après, on passe à au deuxième titre de notre sujet, diagnostic et classification. Donc, selon la classification CDC, Centers of Disease Control, modifiée en 1993, on va régler juste le problème, vite fait. Faites vite. Donc, selon la classification CDC, on peut classer les patients atteints par le VIH en catégorie, cliniquement bien sûr, catégorie A, catégorie B et catégorie C. D'accord? Donc, bien sûr, il y a juste un détail à régler dans le plan, c'est que la catégorie C, elle est considérée ici, il y a une faute au niveau là. Donc, c'est une branche du grand titre, diagnostic et classification. Donc la catégorie A, qui présente une séropositivité, soit une séropositivité, une lymphoadénopathie généralisée persistante ou une primo-infection symptomatique. Donc, pour les gens qui ne différencient pas entre la séropositivité et la primo-infection symptomatique, la séropositivité, c'est le fait de trouver des anticorps au niveau du sérum du patient et elle est asymptomatique. Concernant la primo-infection, la définition générale de la primo-infection, que ce soit asymptomatique ou symptomatique, c'est la période entre la contamination par le virus et l'installation ou l'apparition des anticorps dans le sérum. Et à partir du moment qu'on
qu'on détecte les anticorps dans le sérum du patient, ce n'est plus une primo-infection, c'est une séropositivité au virus ou au gène. D'accord? Donc, la catégorie A comporte en gros la séropositivité aux anticorps du VIH en l'absence de symptômes, elle est asymptomatique. Avant 1993, la séropositivité asymptomatique ne rentrait pas dans la classification du sida. D'accord? Mais après 1993, il entre dans la classification du sida. Une lymphoadénopathie généralisée persistante et une primo-infection symptomatique. La catégorie B qui se manifeste et sa définition sont des manifestations cliniques chez un patient infecté par le VIH ne faisant pas partie de la catégorie C et qui répondent à moins à l'une des conditions suivantes. Ils sont liés au VIH, aux indicatifs d'un déficit immunitaire. Ils ont une évolution clinique ou une prise en charge thérapeutique compliquée par l'infection à VIH. Donc la catégorie B, comme ils ont dit, c'est une manifestation clinique du VIH qui ne rentre pas dans la catégorie C, qu'on va détailler après, c'est la catégorie de SIDA, mais qui doit obéir à l'une des conditions suivantes. Il est soit lié à l'infection à VIH, ou il est empiré, ou il est aggravé par l'infection à VIH. D'accord? La catégorie C, cette catégorie correspond à la définition du sida tout court chez l'adulte. Pour le stade A, comme on a dit tout à l'heure, stade A, on a tout d'abord la primo-infection, d'accord, à VIH, qui se caractérise par la primo-infection, comme on a dit tout à l'heure, elle est bien sûr symptomatique, et c'est la période entre la contamination et la détection de la séropositivité au niveau du sérum, c'est-à-dire des anticorps, et se caractérise par une durée de 1 à 6 semaines et présente le tableau clinique suivant. On peut le regrouper en signes généraux et des signes cutanés, signes digestifs et neurologiques. Pour les signes généraux, on a un syndrome mononucléosique non spécifique qui est banal et qui peut passer inaperçu. Pour les gens qui ne connaissent pas la mononucléose infectieuse, c'est la maladie qu'on nomme aussi la maladie du baiser et qui se transmet par la salive et qui se caractérise par une prédominance des mononucléaires. Et un syndrome général comportant une fièvre, arthralgie et myalgie. D'accord? Donc on peut les regrouper dans G, général, C, cutané, D, A pour adénopathie, et T pour digestive et N pour neurologique. Ça rentre tous dans les acronymes, les grands acronymes du primo-infection symptomatique. Donc on a dit syndrome général, syndrome mononucléosique, un syndrome général montrant une fièvre, arthralgie et myalgie, une adénopathie disséminée et une pharyngite érythémateuse. D'accord? Pour les manifestations cutanées, ils sont prédominés par le rash cutané à 70% des cas, une éruption cutanée généralisée et bien sûr une manifestation digestive et une ulcération, ulcération afteuse de la bouche ou de l'œsophage qu'on appelle ou une candidose orale œsophagienne. Digestive, on a une diarrhée aiguë, nausées, vomissements et hépatosplénomégalie. D'accord? Pour les manifestations neurologiques, on a des manifestations qui sont un peu banaux par rapport aux manifestations cliniques qui vont suivre dans les stades avancés. Des céphalées, encéphalites, des neuropathies périphériques, PRN de Guillain-Barré, etc. Donc, dans ce contexte, on pense à VIH, qui est considéré comme un contexte particulier. Face au deuxième type, toujours dans le stade A, la lymphoadénopathie généralisée persistante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la présence d'au moins 2 adénopathies extra-inguinales, c'est-à-dire qu'ils doivent être
des adénopathies qui ne sont pas inguinaux, évoluant depuis une durée de plus de 6 mois, sans cause évidente locale ou générale. Les explique. Ayant un caractère, comment il est, mobile, indolore, symétrique, de diamètre de 1 à 2 cm. Il faut bien sûr chercher la localisation. Il se situe en général d'en en bas, cervical antérieur et postérieur, rétro-occipital, sous-mandibulaire, axillaire, exceptionnellement au niveau du médiastin, mésentérique et rétropéritoneux. On passe au stade de B. Le stade de B note une fièvre à 38,5 degrés Celsius ou une diarrhée supérieure à 1 mois. D'accord? Une purpura thrombocytopénique idiopathique. D'accord? Une salpingite, en particulier lors des complications par des abcès tubo-ovariens. Pour les classifier, on peut bien sûr les classifier. Donc, manifestation générale. On a manifestation gynécologique. D'accord? On a des manifestations cutanées. D'accord? Et on a, bien sûr, manifestations neurologiques. D'accord? Donc, pour les classifier, on a au niveau général, il est caractérisé par une fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius, ce qui n'est pas le cas à la primo-infection à VIH. Ici, la fièvre il est chiffrée à plus de 38,5 degrés Celsius et une diarrhée supérieure à 1 mois dans le tableau général. On a aussi une purpura thrombocytopénique idiopathique. Lorsqu'on trouve une purpura thrombocytopénique, ça veut dire une purpura qui présente un déficit plaquettaire et qui n'a pas de cause idiopathique, c'est en faveur de la VIH. On a aussi toujours dans le général, on a fini le général, d'accord, on passe manifestation gynécologique, c'est-à-dire la deuxième G, par une dysplasie du col utérin et un carcinome in situ. Ce sont des formes banaux du cancer ou des formes précancéreuses. D'accord? D'accord? Et on a pour la manifestation cutanée une leucoplasie chevelue de la langue, angiomatose vacillaire et un zone récurrent envahissant plus d'un dermatome. Pour les manifestations neurologiques, nous avons des neuropathies périphériques. D'accord? Donc, on passe au stade de C, qui se caractérise aussi par toujours un syndrome général. Voilà, un syndrome général. Il faut toujours noter la classification du tableau. C'est le stade de SIDA, un syndrome neurologique, donc GN, plus les deux caractéristiques du stade C de SIDA, qui sont les néoplasies et bien sûr les infections opportunistes qu'on va détailler après. Opportunistes. C'est bien de travailler avec des acronymes parce que on retient grâce aux acronymes un paragraphe de 10 lignes, 11 lignes dans un seul ou dans un seul mot. Ça nous aide à la mémorisation. Donc, dans le syndrome général, il se caractérise par un syndrome cachextique du VIH. La cachexie, c'est la fatigue chronique ou la fatigue intense. D'accord? Une infection néoplasie, des néoplasies, c'est-à-dire des cancers, notamment le cancer bronchopulmonaire et le cancer du col utérin et le cancer cérébral, notamment le lymphome cérébral, qui est très fréquent, et qui est le diagnostic différentiel de la toxoplasmose cérébrale, ou des manifestations
comme j'ai dit, la manifestation générale neurologique par une encéphalite à VIH, particulière à ce stade, manifestation, comme j'ai dit tout à l'heure, des néoplasies ou des infections opportunistes, c'est-à-dire les infections opportunistes, à savoir l'herpès, la tuberculose, la candidose œsophagienne, la pneumocystose, la cryptosporidiose, la toxoplasmose, la cryptococcose, la cytomégalovirus, mycobactéries atypiques, l'aspergillose, etc. Donc, pour les sûr classés, il suffit de trouver une seule infection opportuniste pour qualifier le patient de stade de sida. D'accord? Ce tableau, nous avons à notre disposition ici, c'est pas un tableau mais c'est un diagramme qui montre le taux de CD4 en fonction du temps et les infections opportunistes qui sont successives. Donc l'atteinte de la plus banale à la plus grave. Donc, on commence par les infections bactériennes, l'herpès, la tuberculose qui atteint le patient qui a un taux de CD4 inférieur à 400 par millimètre cube. La candidose œsophagienne, la pneumocystose et la cryptosporidiose, la toxoplasmose, la cryptococcose qui atteint le patient qui a un taux de CD4 moins de 100. Et les mycobactéries atypiques, les aspergilloses qui atteint le patient qui a moins de 50. D'accord? Après, toujours dans le plan, on passe au diagnostic, après qu'on a vu le diagnostic clinique, on passe au marqueur pronostic biologique. Ou plutôt, on passe bien sûr au diagnostic sérologique, après, qui se définit par deux tests ELISA très sensibles et spécifiques, plus un test de Western blot pour la confirmation. Le test d'ELISA, c'est-à-dire un test d'ELISA plus duplicata. Le diagnostic de l'infection par le VIH est défini par la présence d'anticorps anti-VIH dans deux prélèvements successifs dépistés par ELISA et au moins un prélèvement par Western blot, ce qui, bien sûr, pourquoi on pratique le test de cette manière? Parce que le test d'ELISA présente une sensibilité très élevée, mais une faible spécificité. C'est la raison pour laquelle on a besoin de confirmer via un test de Western blot. Donc, concernant les marqueurs, on va passer aux marqueurs pronostic biologique. D'accord? Alors, qui vont être présentés selon le plus suivant: bilan initial, quantification du virus, suivi biologique, test de résistance et dosage des antirétroviraux. Donc, le bilan initial comporte une NFS pour évaluer la fonction ou le syndrome inflammatoire en général et la fonction sanguine, et qui se manifeste dans le cas de sida en général ou de VIH par une lymphopénie, d'accord, plus ou moins anémie, une transaminase pour vérifier l'état hépatique, et on fait la CMV, la toxoplasmose et la syphilis systématiquement, et les HVB et les HVC, c'est-à-dire on recherche les hépatites viraux B et C qui sont transmis sexuellement. Après, on a la quantification du virus. Quantification du virus, c'est-à-dire c'est un test de biologie moléculaire. On recherche la charge virale plasmatique qui est réalisée par la biologie moléculaire. C'est ce qu'on appelle la PCR, qui s'exprime en copie
par millilitre ou en log par 10. En général, une variation significative est de l'ordre de 0,5 log. On a aussi le suivi biologique afin de se permettre de faire une corrélation immunoclinique. Après avoir classifié cliniquement les patients en catégorie A, catégorie B et catégorie C, on fait un compte de CD4 et si on retrouve que le patient, par exemple, il est en catégorie A et elle a un taux de CD4 supérieur à 500, c'est-à-dire qu'il est classé en catégorie A1. Si on retrouve que le patient est classé en catégorie C et qu'il a un compte de CD4 moins de 200, ça veut dire que le patient est classé en catégorie C3. D'accord? Mais on a bien sûr d'autres tests, d'autres types, suivant la corrélation, bien sûr, clinico-immunologique. Plus un test de résistance, bien sûr, le suivi biologique ou la corrélation immunoclinique va se faire en faisant le compte des CD4 d'abord, afin de pouvoir faire cette classification. Après, on a le test de résistance qui n'est pas pratiqué de manière permanente ou de manière fréquente. C'est un test qui a pour intérêt potentiel d'aider au choix thérapeutique des antirétroviraux, en particulier en cas d'échec thérapeutique, qui sont au nombre de deux, le test génotypique et le test phénotypique, qui relèvent de laboratoires spécialisés et qui ne sont pas utilisés, comme j'ai dit tout à l'heure. Plus un dosage des antirétroviraux, on vérifie l'inobservance, l'interaction médicamenteuse, le sous ou le surdosage. D'accord? Après, on a bien sûr, les amis, la prévention, avec un dépistage anonyme et gratuit, dépistage systématique des dons de sang, et l'or des organes et l'activation des dérivés sanguins, dépistage chez les toxicomanes, matériel à usage unique, usage de préservatifs et lutte contre les accidents d'exposition au sang. D'accord? Après, on passe à un titre très important, particularité chez la femme enceinte et le nouveau-né. Donc, la transmission materno-fœtale a lieu essentiellement au cours de la période périnatale, c'est-à-dire à la fin de la grossesse et lors de l'accouchement. En l'absence de prise en charge, 18 à 40% des cas, ils vont contaminer leur fils via cette voie. L'association de traitement, bien sûr, antirétroviral et la césarienne diminue le risque. C'est la raison pour laquelle la césarienne est préconisée. Et il faut bien sûr souligner l'importance de l'allaitement, qui constitue un risque, ou plutôt qui transmet la maladie à un risque majeur. Du coup, on a contre-indiqué l'allaitement. Il est interdit. Le diagnostic anténatal est possible, mais non concevable, parce qu'il risque une contamination du fœtus lors du prélèvement du sang fœtal. C'est-à-dire qu'il est possible, mais on ne le pratique pas. D'accord? Il faut noter aussi que les enfants restent plutôt asymptomatiques jusqu'à au-delà de 18 mois. Du coup, on ne peut pas savoir que par la réalisation, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, de 2 tests d'ELISA et un test de Western blot. Alors, la prévention va nous poser 2 cas de figure. Soit une femme
séropositive qui n'est pas enceinte et qui désire avoir une grossesse. Le deuxième cas de figure, c'est une femme qui est déjà séropositive et elle est enceinte. D'accord? Pour le premier cas de figure, la grossesse, elle est déconseillée chez la femme qui est positive et qui désire avoir une grossesse en l'absence de traitement efficace, tout simplement. C'est ainsi les recommandations, c'est ainsi comment ça se passe. Et bien sûr, si la femme a un enfant, et elle est positive et elle est déjà en période de grossesse, il faut veiller à faire les conseils suivants. Dépistage au second trimestre, de même lors du travail à la salle d'expectance par les tests rapides. Il faut tout d'abord avant l'accouchement, lors de l'accouchement et après l'accouchement. Avant l'accouchement, il faut donner un traitement préventif à l'enfant, c'est-à-dire un traitement antirétroviraux à la femme enceinte pendant l'accouchement. Il faut éviter l'accouchement traumatisant, c'est-à-dire que la femme ne doit pas faire d'efforts durant son accouchement. Une asepsie de la filière génitale lors de l'accouchement. Perfusion d'antirétroviraux des femmes dépistées avec renforcement lors de l'accouchement et lors du travail. Et dès qu'il sort, l'enfant, il faut le traiter par les antirétroviraux sur place et faire un test. S'il est indemne, on arrête le traitement. Sinon, on continue ce dernier avec, bien sûr, l'éviction de l'allaitement qui est systématique. Merci pour votre attention.